Bonjour, une nouvelle discussion aujourd'hui qui nous emmène à Singapour pour discuter avec Sylvain Baud de chez Namara Wealth Advisor d'une nouvelle génération de fonds de private equity, des fonds dits evergreen. Et vous allez voir, cette discussion vous concerne et elle est absolument passionnante. N'hésitez pas d'ailleurs, pour suivre nos prochaines discussions, à vous abonner à notre chaîne. Bonjour Sylvain. Bonjour Stéphane, ravi de t'accueillir à Singapour dans nos locaux. Merci. Est-ce que tu peux, Sylvain, et c'est toujours comme ça qu'on démarre nos discussions, revenir rapidement sur ton passé et qu'est-ce qui t'emmène à l'autre bout du monde, là, à Singapour? Volontiers. Donc après quelques années universitaires entre la France, l'Angleterre et le Canada, j'ai rejoint une grande banque française en 2001, donc BNP Paribas, où j'ai été portfolio manager pour la banque privée, donc on avait 50 milliards d'euros sous gestion, et j'ai fait mes classes et un cycle de private equity, parce que j'ai géré chez eux pendant 7 ans, donc des grandes familles françaises, sur l'ensemble des classes d'actifs. Et ensuite j'ai rejoint un family office à Genève, et justement, où il y avait beaucoup plus d'intérêt sur la classe d'actifs private equity, qui il y a une quinzaine d'années était moins à la mode qu'aujourd'hui. Et ça m'a permis d'enchaîner ensuite sur Singapour, où je me suis installé en 2010, et où là on a monté une société de gestion, qui gérait des grandes familles avec toutes ces composantes de private equity, avant de rejoindre Namara, où je suis actuellement CIO, et où l'on propose des solutions liquides et illiquides pour faire un portefeuille de calibre pension fund, modern fund, qui permet d'atteindre des résultats entre 9 et 10% par an. Donc en fait, ton métier, c'est d'offrir aux particuliers les mêmes niveaux de performance de gestion que ceux qui pourraient attendre s'ils étaient des institutionnels. Donc en fait, tu es quoi? Tu es un allocataire d'actifs? Voilà, en tant qu'allocataire d'actifs, nous essayons de reproduire dans les portefeuilles des clients les mêmes facteurs macroéconomiques qu'on va retrouver dans les portefeuilles des grands fonds de pension, et ce qui permet à nos clients d'avoir une vision long terme de constituer les retraites, soit en rente, soit en capitalisation. Alors, dans cet univers d'investissement, aujourd'hui, on va zoomer sur le private equity. Est-ce que tu peux assez rapidement nous réexpliquer ou nous expliquer qu'est-ce que c'est que le private equity? À mon sens, le private equity, c'est rien d'autre que la prise de participation dans les sociétés non cotées par rapport à un fonds qui prend une participation de sociétés cotées. Et le gros avantage d'un private equity dans la partie illiquide, c'est de pouvoir accompagner les sociétés dans lesquelles ils prennent des participations sur 3 à 5 ans et d'être un facteur important au changement, à la transformation de la société, c'est-à-dire de prendre une société moyenne entreprise, par exemple française, et d'en faire un champion européen pour ensuite la revendre avec un multiple de valorisation beaucoup plus élevé. Donc le client, l'investisseur, bénéficie de cette création de valeur du private equity qui est historiquement génère des performances quand même très élevées par rapport au marché d'actions. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, et ce qui est passionnant, c'est qu'à la différence des marchés cotés, quand un fonds d'investissement, un fonds de private equity rentre dans une entreprise, c'est pour y apporter du cash, de l'argent, pour l'aider à se développer, mais aussi un formidable réseau. Tout à fait. Donc c'est d'ailleurs une des clés de sélection, je pense, des managers de private equity. C'est avant tout de comprendre leur process, leur réseau, et de cibler des spécialistes sectoriels qui ont une connaissance parfaite au niveau, ce qu'on appelle aujourd'hui local, donc local, mais qui ont un réseau global, et qui vont permettre à la société de s'épanouir au sein de son secteur pour ensuite la revendre et avec des multiples qu'on dit tout à l'heure importants. Et si moi je suis un investisseur privé, qu'est-ce que je recherche au travers d'un investissement en private equity? Alors évidemment la performance, dont on verra qu'elle est souvent largement supérieure à celle des marchés cotés, mais aussi quoi, une trajectoire de performance plus lisse dans le temps. Comment est-ce qu'on explique ces deux facteurs, la régularité de la performance et la surperformance par rapport au marché coté? C'est une bonne question. Je dirais, avant tout, je dirais que l'investisseur qui s'expose au marché privé, c'est quelqu'un qui recherche un accès à des sociétés auxquelles il ne peut pas accéder dans les marchés cotés. Donc, par exemple, des pépites au niveau du petites et moyennes entreprises, des nouvelles thématiques, comme aujourd'hui on parle de l'EA, des data centers. La plupart des sociétés de data centers sont encore dans des mains privées. Donc, d'abord, c'est accéder à un marché en croissance qui n'est pas disponible sur la partie listée. Aujourd'hui, il faut savoir que le private market, dans son ensemble, c'est environ 11 trillions de dollars, ce qui représente à peu près 12 à 13% de la valeur globale d'actifs boursiers dans le monde. C'est un actif très très vaste. Ce que peut rechercher l'investisseur, bien entendu, c'est la capitalisation via la participation à moyen terme sur la transformation d'une société, ce qui est beaucoup plus difficile à faire dans les marchés liquides, puisque dans le marché liquide, on l'a vu encore au premier trimestre, vous avez un facteur de sentiment qui fait que vous pouvez avoir des fortes baisses de marché action, des fortes remontées, qui souvent
empêche aux clients de réaliser une performance de marché action sur la durée d'un cycle. Alors qu'on parlait de cette possible, vous êtes quelque part figé, on va dire, sur une période de 5 à 10 ans, et donc vous êtes obligé de rester investi, et c'est ce qui ce fait de rester investi, ce n'est pas la stratégie de Warren Buffett, rester investi pendant des décennies, permet de débloquer, de créer une valeur très très supérieure à celle que vous pouvez avoir dans les marchés liquides, et notamment par le jeu de la dette, puisque c'est private equity, la plupart du temps, mettent un levier, donc une dette sur l'actif qu'ils achètent, et donc amplifient le rendement final. Alors, c'est absolument passionnant et on l'a déjà dit sur la chaîne, à laquelle d'ailleurs vous n'allez pas manquer de vous abonner. On l'a déjà dit sur la chaîne, le marché du private equity est un marché qui était jusqu'à il y a quoi, 5-10 ans réservé essentiellement aux institutionnels, qui s'ouvre aujourd'hui aux investisseurs privés. Quelles ont été les différentes étapes, les différentes typologies de fonds qui ont permis aux particuliers de s'investir dans cet univers? À mon sens, le private equity était essentiellement du leverage buyout, dont les très grands noms aujourd'hui ont été créés tous dans les fin des années 90. Et vous avez eu un énorme ramp-up sur ces stratégies de buyout entre 2000, fin des années 90, disons 95, à 2007. Ensuite, il y a eu la crise financière. Puis, il y a eu un deuxième effet avec beaucoup plus de fonds qui sont ouverts sur la dette privée, notamment sur des phases d'actifs comme l'infrastructure, l'immobilier. Et donc, une deuxième phase de croissance des encours entre 2010 et 2020. Et ensuite, un afflux de fait d'une très forte demande de participation de la part des CGPI, comme toi, de la part des banques privées, parce que leurs clients demandaient aussi d'être investis. Et c'est là qu'ont été créés donc d'abord des feeders qui permettaient d'investir dans des fonds qui sont souvent réservés aux institutionnels et donc le client privé ne peut pas investir directement. Alors en fait, un feeder, c'est un fonds que je crée parce qu'il faut revenir en arrière. Rentrer dans un fonds de private equity, c'est quoi? 10, 20, 30, 40 millions d'euros minimum pour rentrer dans un fonds. Et moi, à l'échelle d'un particulier, je peux pas rentrer dans ces fonds. Donc un feeder, c'est quoi? C'est un fonds qui se constitue, qui a pour vocation à concentrer, à organiser la collecte de ces 40 millions pour pouvoir permettre à un ensemble d'individus privés de rentrer dans un de ces fonds. Ça, c'est la première génération de fonds de private equity. On a pas vu apparaître dans les banques privées il y a environ une dizaine d'années. Donc effectivement, tu l'as très bien dit. Donc réduire le ticket moyen, comme tu l'as dit, c'est souvent 25 millions d'euros à des tickets de 200 à 250 000 dollars, et en investissant sur un manager, et c'était un véhicule d'accès, un tuyau d'accès, si vous voulez, pour aller sur ces stratégies-là. Mais avec une forte concentration du risque. Et donc, il y a quoi, 4-5 ans, on a vu arriver les premiers fonds de private equity. Donc là, c'est quoi l'objectif? C'est de lever plutôt 500 millions pour aller entre 250 et 500 millions à répartir entre plusieurs types de fonds? Tout à fait. Dans la deuxième génération, après les feeders de single manager simple, unique, ça a été la création de plateformes, comme par exemple la tienne Private Equity Valley, qui permet de répertorier un certain nombre de fonds de private equity qui ont été présélectionnés, qui permet d'avoir des accès, de donner des accès aux clients et de créer, on va dire, un fonds, un portefeuille de private equity permettant une diversification beaucoup plus large que ne le permettait le feeder, et surtout d'accompagner les clients dans la sélection et la construction du portefeuille. Et c'est pas sans poser un certain nombre c'est pas sans nous exposer à un certain nombre de contraintes, poser un certain nombre de problèmes, qui est que quand je rentre dans un fonds de private equity, en fait, j'ai ce qu'on appelle un commitment, c'est-à-dire un engagement à décaisser dans la durée un certain montant. Donc, par exemple, je peux m'engager à décaisser 100 000 euros. Mais ce décaissement va se faire sur, en général, 5 années consécutives, donc 20 000 euros par an pendant 5 ans. Et donc, se pose la difficulté de savoir comment est-ce que je vais gérer ma trésorerie. La trésorerie qui n'a pas encore été appelée dans les fonds. Et puis ensuite, dans les 5 années d'après, le fonds va me restituer une partie de mes engagements avec la plus-value et ça va durer 5 ans de plus. Donc au total, si j'ai bien compris le fonctionnement des fonds de private equity, je m'expose à une durée d'investissement qui est très longue. Et si je décide d'avoir plusieurs fonds dans lesquels je suis investi, je vais en plus avoir à gérer un empilement des fonds et je vais être sans arrêt appelé par des private equity, appelé à répondre à ces commitments. Et à l'inverse, ces fonds vont restituer de l'argent. Finalement, ça fait quoi de moi? Un trésorier de fonds de pension? Et ça, c'est une énorme contrainte du private equity, non? C'est la partie la plus complexe, en fait, et c'est cette partie-là qui va permettre de créer vraiment la rentabilité. On entend souvent parler des IRR entre 15 et 25%. Eh bien, pour atteindre ces IRR-là,
il faut pouvoir avoir une gestion du cash flow, un réemploi sur les nouvelles générations de private equity qui demandent en fait un surinvestissement au départ et une salle remplie d'actuaires qui vont permettre de vraiment optimiser ces cash flows. Et donc, si l'investisseur privé le fait tout seul, les rendements qu'il atteindra seront très nettement inférieurs à ceux que peut avoir une pension de fonds, qui lui a non seulement surinvesti, parce qu'il faut se rappeler que ces private equity, généralement, la plupart du temps, tirent environ 70% des capitaux qu'ils avaient appelés, qu'ils avaient committed, ils les demandaient d'appeler. Et donc, vous êtes sous-investi par rapport à son potentiel investir. Et ensuite, lorsqu'il y a des redistributions, eh bien l'argent au travail diminue, et ce qui fait que vous avez rarement une surface financière pleine qui va produire des intérêts. Donc ça demande un surinvestissement au début, de pouvoir réemployer les fonds et de timer, de gérer l'agenda des cash flows, ce qui est très très difficile. Ça peut paraître simple, mais quand on le fait, on l'a fait, nous, on le voyait pour nos clients, ça demande un travail très fin. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je veux faire un fonds ou une génération de fonds de private equity, finalement, c'est assez facile à gérer. Mais si j'ai envie de diversifier mes investissements, soit sur plusieurs typologies de fonds différents, soit sur plusieurs millésimes de fonds différents, alors je suis confronté à cette problématique d'empilement des fonds qui font que je suis sans arrêt appelé. En fait, j'ai des flux financiers qui sont extrêmement significatifs d'une année sur l'autre. Et c'est là où, en fait, on voit que finalement, ce marché s'adapte aux petits investisseurs institutionnels ou aux privés en créant, et c'est tout l'objet de la conversation d'aujourd'hui, cette nouvelle génération de fonds de private equity, dits fonds evergreen, voire des fonds de fonds evergreen. Qu'est-ce que c'est, Sylvain, qu'un fonds evergreen et en quoi est-ce que c'est absolument passionnant pour nous, investisseurs en private equity? Tout à fait. En fait, le fonds evergreen, il va remplacer l'armée d'actuaires que se trouve dans les fonds de pension, permettre de gérer tes flux de cash flow et en même temps d'assurer une très grande liquidité puisqu'ils te permettent de racheter ou de souscrire au niveau mensuel. Donc, tu te retrouves avec une solution institutionnelle sans avoir les contraintes classiques du private equity. Donc en fait, si j'ai bien compris, je souscris à un fonds, 50 000, 100 000 dollars. Au lieu d'être appelé de façon régulière pendant 5 ans, je verse la totalité des fonds le premier jour. Et c'est le fonds qui s'occupe immédiatement de les investir. Donc j'ai la totalité de mon argent qui travaille tout de suite. C'est un fonds qui ne va pas me rendre de l'argent, c'est un fonds qui va capitaliser dans la durée. Et si moi j'ai envie de récupérer de l'argent, à tout moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revendre des parts de fonds. On va faire du rachat de parts d'actions, donc c'est que tu as très bien défini. Donc ça permet de capitaliser, ça permet de rendre en fait la décision au niveau du client. Ce n'est plus le fonds qui décide pour le client quand le capital retourne, c'est le client qui décide lui-même quand le capital doit retourner. Ça c'est très puissant parce que vous avez des clients qui veulent rester 5 ans, des clients qui veulent rester 15 ans. Et donc en fonction de la stratégie, des objectifs de chaque client, il peut orienter son investissement, rester en capitalisation, donc faire une capitalisation pendant 15 ans par exemple. Capitalisation en 15 ans à 9%, le multiple c'est 5,5, donc ça fait une belle retraite. Et celui qui voulait sortir avant, il a le moyen de sortir avant en faisant ses rachats de parts, avec une liquidité qui est quand même aujourd'hui très, très élevée entre mensuel et trimestriel. Donc en fait, le fonds conserve une part de liquidité qui lui permet de rendre de l'argent aux clients qui veulent sortir. Et ensuite, il va faire son allocation. Alors, il y a un autre facteur qui rend ces fonds liquides, c'est qu'en fait, on évite au travers de ces fonds de private equity dits evergreen, cette fameuse courbe en J qui finalement est un gros facteur d'illiquidité en matière de private equity. Qu'est-ce que c'est que cette courbe en J dont on parle souvent et comment est-ce que ces fonds de private equity réussissent à gommer le facteur courbe en J? Oui, c'est la différence principale entre les fonds evergreen et les fonds traditionnels. Donc la fameuse courbe en J, donc on la voit tous, elle descend au début, elle remonte à la fin. Et donc les private equity ne sont pas déployés au début, ils mettent plusieurs années, environ 3 à 5 ans à se déployer. Donc le poids des frais est très important et donc pèse sur la performance. Tandis que dans le fonds evergreen, nous achetons des fonds qui sont déjà déployés, déjà en cours de vie, ce qui permet de ne pas avoir à payer ce surpoids de frais et donc d'avoir tout ton argent déployé au départ. En fait, j'ai à 2 niveaux mon argent qui travaille tout de suite. Je vais investir tout de suite l'équivalent de ce qu'aurait été mon commitment dans le fonds Evergreen. Donc, mon argent travaille tout de suite. Je n'ai pas cette problématique de tirage. Et toi, dans ton fonds Evergreen, tu vas aussi t'investir dans des fonds qui sont déjà complètement déployés. Et donc, au total, j'ai la totalité de mon argent qui travaille au premier jour.
Tout à fait. Ton deuxième métier dans la gestion de ce fonds Evergreen, c'est d'aller répartir cet investissement sur différentes typologies de classes d'actifs. Comment est-ce qu'on construit un fonds de Evergreen de private asset? Du coup, c'est pas juste du private equity. Et quel est l'objectif de cette répartition des différents assets de private debt, pas de Oui. private de classe d'actifs? Ça, c'est la question clé de l'allocation d'actifs. Il est clair qu'il y a un gros mélange entre private equity et private market. Donc, le private equity, c'est ce qui concerne l'achat de participation dans les sociétés, donc actionnaires, mais c'est qu'une partie de l'ensemble de ce qui se fait sur les marchés privés. Donc, vous avez, nous, on classe en 4 grandes classes d'actifs. Tout ce qui est private equity, donc rachat d'actions, rachat de sociétés, tout ce qui est lié à la dette, tout ce qui est lié aux actifs qu'on appelle réels, donc traditionnellement l'immobilier et l'infrastructure, et enfin tout ce qu'on appelle les classes de marché privé décorrélées, c'est-à-dire on retrouve les financements de procès dans litigation finance, on retrouve la thématique très intéressante qui est en train de prendre son essor, qui est la thématique des royalties. Par exemple, tu achètes un brevet et tu en bénéficies tes rentabilités pendant les 15 années ou 20 années que le brevet est disponible. Et donc ces 4 classes d'actifs, on les retrouve dans les portefeuilles des grands fonds de pension, des grands family office. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se benchmarker sur ces grands fonds de pension, ces grands family office, et d'offrir en fait les mêmes expositions en poids que l'on va retrouver chez les acteurs institutionnels. Ce qui fait que tu vas lisser ta performance, parce que le private equity est quand même très lié au cycle économique, alors que la litigation finance, on finance des procès, beaucoup moins, que la dette privée, par exemple, elle est investie sur du taux court terme, et donc là, en ce moment, tu bénéficies des taux très élevés, et par exemple, l'infrastructure te permet de te couvrir un petit peu contre l'inflation. Donc, en ayant ces 4 classes d'actifs à l'intérieur d'un portefeuille, mais ta performance va être très lissée, tu vas atteindre des objectifs entre 9 et 11%, de façon très régulière, quel que soit, j'allais dire, le cycle économique. Et donc, ces fonds-là de private equity dit Evergreen, le vôtre, là, le Evergreen Private Asset Fund, il est accessible à partir de quel montant d'investissement? Alors nous, on a voulu démocratiser cette classe d'actifs. Ça fait longtemps qu'on gère pour de très grands clients. Et donc, on a bénéficié de l'environnement légal et régulatoire de Singapour pour créer un fonds de droit singapourien et qui va permettre l'accès à partir de 50 000 dollars sur le fonds. Et donc, véritablement, de démocratiser cette classe d'actifs et tout en permettant aux clients d'avoir une excellente liquidité, puisque s'ils changeaient d'objectif de financement, on l'a dit tout à l'heure, ils pourraient racheter ces actions et être repayés en liquidité. Donc, Alors, tu as dit quelque chose de très important, hein, c'est un fonds de droit singapourien, donc il n'est pas du tout accessible aux investisseurs européens. L'objectif de cette discussion d'aujourd'hui, c'est plus de montrer quelle est cette nouvelle génération de fonds qui arrivent à Singapour et qui vont évidemment arriver en Europe rapidement. Singapour a toujours été très précurseur sur ce type de produits financiers, fait des produits de très bonne qualité. Puis, créer des fonds à Singapour, ça va beaucoup plus vite que de le faire en Europe. C'est ce qui explique cet avantage. Mais cette classe d'actifs et cette classe de fonds qu'on peut commercialiser aujourd'hui à Singapour, à Hong Kong, en Chine, enfin en fait dans toute l'Asie, et pas encore, comme on le disait, accessible en Europe. Et donc on peut y investir à partir de 50 000 $. Et comment s'organise la liquidité? C'est-à-dire que si moi, dans 2 ans ou 4 ans, j'ai envie de ressortir de ce fonds, puisqu'il ne va pas distribuer de revenus, donc on l'a dit, il va falloir que je vende des parts de ce fonds. Comment est-ce que je vais pouvoir récupérer tout ou partie d'ailleurs de mon investissement? il suffira d'envoyer un ordre de vente des parts. Les parts seront remboursées sur une liquidité trimestrielle, en disant 90 jours d'attente, simplement parce que les fonds que l'on a en sous-jacent, il faut quand même certainement en liquider. Donc, on s'est donné une liquidité trimestrielle pour éviter... On aurait pu faire une liquidité mensuelle. On pense que c'est trop court pour la classe d'actifs et que quelqu'un qui veut investir dans cette classe d'actifs doit avoir quand même 3 à 6 mois de lock-up pour permettre au fond, aux investisseurs qui restent, d'avoir le meilleur déploiement du capital possible. Donc je dirais, classe d'actifs que l'on peut sortir quand on veut sur une base trimestrielle et récupérer son argent si on a des changements d'objectifs. C'est quoi le délai optimum? C'est à partir de quel délai optimum d'investissement pour pouvoir s'investir dans ces fonds de private equity evergreen? À mon sens, l'horizon de placement sur un fonds evergreen est réduit par rapport à un fonds traditionnel. Et je dirais de moitié. Simplement parce que une des grandes différences, c'est que dans le fonds diversifié, nous avons de la dette qui rembourse de façon continue. Nous avons beaucoup de private equity secondaire.
Et ceux-là sont beaucoup plus remboursés fréquemment. Et donc, je dirais qu'un horizon de placement de 3 ans, ça fait déjà du sens pour un fonds comme celui-là. Et on va voir quand même, avec le lissage de performance, vous devriez avoir des performances d'excellente qualité à 3 ans. Est-ce que je me trompe et je dis une bêtise si je dis que finalement, cette typologie de fonds, elle va servir à 2 profils de clients chez nous et on a hâte qu'ils arrivent en Europe? La première typologie de clients, c'est l'investisseur qui a tout de suite pas mal de sous à déployer en matière de private equity à partir de 50 000 US ici à Singapour, mais on verra qu'en Europe, quand ça va arriver chez nous, ce sera probablement 100 000 euros, mais à investir tout de suite, donc un rendement immédiat. Et peut-être aussi pour pouvoir répondre à un autre besoin qui est que quand un de nos clients a pris un private equity classique et que il doit répondre à des appels de fonds sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi un outil absolument formidable pour faire travailler mon argent en private equity alors qu'il n'a pas encore été appelé par le fonds auquel il a souscrit? C'est absolument l'idée. L'idée de la genèse de ce fonds, c'était de se dire, déployer l'argent en private equity immédiatement, comment peut-on faire? Et comment peut-on faire aussi pour réutiliser l'argent qui est rentré des private equity traditionnels pour pas que l'argent soit en cash sur les comptes. Donc ce fonds a 2 fonctions. Première fonction, te constituer une tranche sur le marché mondial du private equity avec d'excellents managers et d'être exposé tout de suite et de construire, si tu le souhaites, une allocation private equity traditionnelle via, par exemple, les fonds que tu proposes sur ta plateforme. Et lorsque les fonds, par exemple, que tu as sur ta plateforme repayent du capital, si tu n'as pas de nouvelles idées, eh bien, tu peux les remettre en attendant sur le fonds Evergreen, ce qui te permet de continuer à être exposé sur le private equity. C'est exactement la stratégie des fonds de pension. Absolument passionnant. Merci beaucoup Sylvain pour cette discussion. Je crois qu'effectivement, on est à l'aube d'une nouvelle génération de fonds de private equity qui effectivement semble parfaitement correspondre aux contraintes et aux investissements des particuliers. Merci infiniment pour avoir suivi cette passionnante discussion avec Sylvain Baude, Chief Investment Officer chez Namara Wealth Advisor. On se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion sur une nouvelle typologie de fonds de private equity. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Merci beaucoup.